Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. J'ai le plaisir de vous retrouver avec Fabrice Ravel une nouvelle fois pour aborder un nouveau point géopolitique et faire un détour par l'histoire. Nous allons aborder la Seconde Guerre mondiale, période qui a été largement étudiée par vous lors de votre scolarité, mais nous allons essayer de l'envisager sous un angle stratégique et militaire en nous intéressant aux enseignements et aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur le monde et sur la géopolitique en 2018. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors je ne ferai pas l'affront à nos étudiants de douter de leur connaissance de la Seconde Guerre mondiale, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont en eux, notamment les dates, la périodisation, mais il est intéressant de revenir sur le séquençage et la chronologie des événements qui se sont déroulés pendant cette guerre. Oui, alors l'idée première en réalité sur notre thématique, c'est effectivement, comme vous avez eu raison de le souligner, d'essayer d'aborder peut-être plus les logiques stratégiques et militaires. On aborde très souvent les questions sociétales, idéologiques, politiques et humanitaires, mais on laisse plus de côté, c'est moins vrai dans les pays anglo-saxons d'ailleurs, comme on va s'en rendre compte dans nos références, les dimensions militaires et stratégiques qui pourtant ont eu des conséquences et des influences qui demeurent aujourd'hui encore très importantes. Pour peut-être commencer à aborder cette logique, je crois qu'il convient effectivement d'essayer de bien recadrer en termes de date, même si c'est assez aisé pour nos étudiants. D'abord, la séquence de temps sur laquelle ça s'est déroulé, mais surtout, si vous me permettez, le séquençage ou les différentes séquences qu'on arriverait à mettre en place à l'intérieur de la Seconde Guerre mondiale, car c'est là où ça va peut-être nous amener sur une réflexion un peu différente et sur un prolongement stratégique. Alors pour ce qui est de la détermination des dates elles-mêmes, c'est relativement simple, même si certains auteurs s'efforcent parfois d'ergoter en termes de réflexion. Le début de la Seconde Guerre mondiale est généralement considéré comme étant le 1er septembre 1939, quand les Allemands attaquent la Pologne au sujet du corridor et de la ville de Danzig. Certains auteurs font parfois remarquer quand même qu'il y a eu des conflits, et notamment un qui a été majeur entre la Chine et le Japon, et que donc on pourrait considérer que suite à l'invasion de la Mandchourie actuelle au début des années 30, et surtout du lancement de l'affrontement entre le Japon et la Chine en juillet 1937, on pourrait dire que ça a finalement commencé là. J'avoue que c'est quand même un peu artificiel par rapport à tout ce qui va se passer par la suite. Et puis après, il y en a d'autres qui diraient que la Seconde Guerre mondiale aurait vraiment débuté le 7 décembre 1941 à l'occasion de Pearl Harbor. Pourquoi? Parce que toutes les puissances principales sont définitivement installées dans le conflit, et notamment l'Union soviétique et les États-Unis qui seront les puissances les plus importantes durant la guerre froide. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'il faut en rester à une lecture classique. Quant à la fin, on a deux dates. C'est pas inintéressant de les rappeler parce que souvent en Europe, on parle toujours du 8 mai 1945, qui est la date effectivement où l'Allemagne nazie a capitulé. Encore faut-il rappeler que pour les soviétiques ou pour les Russes aujourd'hui, c'est le 9 mai, car Staline a tenu à ce qu'il y ait on va y revenir, une signature séparée de par l'importance que la Russie a eue dans la victoire. Il faut quand même souligner cet aspect qui est parfois occulté en Occident. Mais il faut rappeler aussi une dernière date, c'est le 2 septembre 1945, quand les Japonais capitulent et qu'on voit cette scène sur le croiseur Missouri, puisque bien sûr, le Japon faisait partie des forces de l'Axe et qu'on ne peut pas considérer que la Seconde Guerre mondiale s'est achevée avant que le Japon capitule à son tour. Donc ça, c'est pour les dates. Après, en termes de séquences, on en a trois qui me paraissent importantes en termes de découpage, un peu comme si on faisait un livrable ou un mémoire. Et d'ailleurs, là, j'invite nos étudiants à reprendre l'ouvrage de Lidl-Art, qui s'appelle La Seconde Guerre mondiale, qui est un auteur qu'on a eu l'occasion d'évoquer et sur lequel on reviendra peut-être par la suite. Lidl-Art considère qu'il y a trois grandes périodes, ce que tout le monde s'accorde à dire. En gros, il y aurait du 1er septembre 1939 au 7 décembre 1941, et il utilise une analogie sur la mer ou sur les marais. Là, il dit le flot monte et le flot se développe davantage. Et ce qui va être intéressant à souligner, c'est qu'en réalité, et ça je trouve vraiment qu'en France en particulier, on n'insiste pas assez sur ce phénomène, c'est le temps des victoires allemandes. En gros, on a 24 mois durant lesquels les Allemands remportent victoire sur victoire, occupent la Pologne, le Danemark, la Norvège, le Benelux, la France, puis bientôt la Grèce et la Yougoslavie, puis ils vont rentrer en Union soviétique jusqu'au port de Moscou. Et c'est d'autant plus étonnant qu'on a affaire à un pays qui finalement ne réarme qu'à partir de 1935, donc depuis à peine 5 ans, qui a peu de ressources en matières premières et dont on se rend bien compte qu'en plus il rentre en guerre avec une multitude d'autres pays qui normalement sont de puissances beaucoup plus importantes pour chacun d'entre eux pris séparément. Ce qui laisse à penser d'ailleurs que dès le départ l'Allemagne perd cette guerre. Donc comment est-il possible dans ces circonstances
que les Allemands soient parvenus à accumuler tant de victoires. C'est peut-être une question qu'on sera amené à révoquer par la suite. Donc ça, ce serait la première séquence. Ensuite, on a une deuxième séquence, mais alors qui est fondamentale, que Lidl-Art appelle le flot à son maximum et le début de son retrait. Il y a un autre auteur qu'on a souvent évoqué à travers un ouvrage qui est Paul Kennedy, mais Paul Kennedy a écrit aussi un ouvrage sur la Seconde Guerre mondiale qui est Le Grand Tournant, et justement il parle de cette année 42, qui est l'année clé. Et si on veut être très précis, c'est une année 42 un peu particulière, puisque ce serait le 7 décembre 41, Pearl Harbor, jusqu'au 2 février 43, qui est la chute de Stalingrad, et qui est la première victoire majeure des Soviétiques sur le front de l'Est. Donc là, on aurait 13 mois. Et ce que je demande à nos étudiants d'entendre, et ça c'est capital, c'est qu'en fait, durant ces 13 mois, pourquoi on appelle ça le grand tournant? Parce que sur les fronts essentiels de la Seconde Guerre mondiale, qu'on va évoquer assez vite, il y a un tournant majeur. Il y a une victoire décisive des Alliés sur chacun des fronts principaux, pour la première fois, et que donc, alors que l'initiative était aux forces allemandes ou aux japonaises ou leurs alliés pendant 24 mois, dorénavant, c'est les Alliés qui vont avoir l'initiative et qui vont reprendre l'offensive. Ça, c'est vraiment important à comprendre en termes de stratégie militaire. Et donc là, pour essayer de décliner ces 5 fronts de la façon la plus synthétique possible, d'abord, on a le front en Afrique, avec la fameuse Afrika Korps du général Rommel qui est sur le point de rentrer en Égypte jusqu'à Alexandrie. Et là, il y a un coup d'arrêt qui est la bataille d'El Alamein au début novembre 1942 avec le général Montgomery, et où, à partir de là, les Allemands, certes, contre-attaqueront de façon épisodique, mais seront poussés sur la défensive. Ensuite, on a un autre aspect qui est fondamental à évoquer, c'est la bataille aérienne. À partir de 1942, les alliés occidentaux parviennent à mettre l'Allemagne sur la défensive, notamment sur ce qu'on appelle le bombardement stratégique. Il faut rappeler que de façon quotidienne, les Américains principalement le jour et les Anglais la nuit, il va y avoir un bombardement de tous les centres névralgiques de l'Allemagne au niveau industriel. Alors, il y a un point qui est beaucoup plus contestable et beaucoup plus contesté et qu'il faut malheureusement rappeler, c'est sur les populations civiles, car il n'y a pas une seule ville allemande de plus de 35 000 habitants qui ne sera pas rasée en 1945. Ça, c'est des choses sur lesquelles parfois on jette un voile un peu pudique, sur lesquelles on n'aime pas revenir, mais on considère qu'il y a plus d'1 million de victimes civiles allemandes à cause de ces bombardements. Le bombardement d'Hambourg en août 1943 fera 30 à 35 000 morts. Beaucoup plus tard, à Dresde, on estime qu'il y aura 100 000 morts. Donc là, il y a la volonté pour les Alliés, frustrés justement de victoire pendant 24 mois, que de s'imposer à nouveau dans le ciel allemand. Donc ça, ce serait le second front. Il y a un troisième front sur lequel il faudra impérativement qu'on vienne, c'est la bataille de l'Atlantique, qui va véritablement être stratégique sur l'évolution de la Seconde Guerre mondiale, qui consiste à dire il faut qu'on puisse maîtriser les océans et les mers pour pouvoir reprendre l'initiative au niveau terrestre. Et puis après, globalement, il y en aurait un quatrième, je pense, si on essaie d'aller à l'essentiel, qui est bien sûr, alors il y a le Pacifique, pardon, parce que dans ma volonté de faire simple, j'en finis par oublier celui-là. Et là, ça c'est important, parce que c'est la victoire américaine de Midway le 4 juin 1942. Et ça, c'est doublement décisif. D'abord parce que c'est la première victoire alliée majeure de la Seconde Guerre mondiale. Parce que la bataille d'Angleterre, comme le dira Lidl-Art, les Allemands sont arrêtés, mais ils ne sont pas vaincus. En gros, les Anglais ont réussi, grâce avec l'Angleterre, de faire en sorte que la guerre continue. Mais les Allemands ne sont pas arrêtés. Alors qu'à Midway, les Japonais, 6 mois après Pearl Harbor, perdent 4 porte-avions en 24 à 48 heures et perdent définitivement l'initiative stratégique dans le Pacifique. Ce qui veut dire à quelle vitesse les Américains vont être capables de reprendre l'initiative. Et puis le 5e front, c'est le front de l'Est. Et là, je demande à nos étudiants de bien entendre ce qu'on va dire maintenant, parce que ça, c'est un front, ce qui peut expliquer beaucoup de choses d'ailleurs sur l'histoire de la Russie aujourd'hui, sur Vladimir Poutine. Ça me paraît très important de rappeler. Les Russes vont avoir, alors en plus les chiffres sont dantesques, et les auteurs ne sont pas d'accord entre eux. C'est-à-dire on oscille globalement entre 13 à 14 millions de morts, jusqu'à 20 millions de morts. Enfin là, je demande aux étudiants d'entendre les chiffres. Nous, les Français, on a eu 1 million de morts en 14-18, 1,5 million, et on voit bien à quel point ça a été une souffrance qui a profondément marqué l'esprit collectif français et qui peut expliquer un certain nombre d'hésitations dans les années 30. Les Russes, on considère qu'ils ont eu entre 13, 14 jusqu'à 20 millions de morts en 4 ans, et donc ce sont ceux qui ont été décisifs dans la victoire face à l'Allemagne nazie. Et d'ailleurs, je donne une statistique, 85% des pertes de l'armée allemande sont sur le front de l'Est. Ce qui quand même est assez révélateur. Et ça va être très très long, parce qu'il y a la bataille de Stalingrad, mais après il y a d'autres batailles. Et donc, après la bataille de Stalingrad, globalement,
fin septembre, début octobre 1942 jusqu'au 2 février 1943, où le maréchal von Paulus, capitule, c'est la première fois que les Allemands subissent une défaite terrestre dans la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a un souffle d'espérance qui vit dans toute l'Europe occupée. Enfin, faut être clair. Et donc cette période-là est une période décisive parce qu'on voit bien que les Allemands et les Japonais sont arrêtés d'une part et que les Alliés remportent une victoire décisive ou majeure sur chacun de ces fronts et sont en train de se réapproprier l'initiative. Ce qui nous amène à la troisième période, globalement du 2 février 1943 jusqu'au 8 mai 1945, puis jusqu'au 2 septembre 1945, où là, le flot recule, comme dirait Lee Delhart, et où c'est le temps des victoires alliées jusqu'à la victoire finale qui est décisive. Alors on a vu 3 périodes, dont une qui est absolument cruciale, qui dure pourtant que 13 mois, mais en 13 mois, c'est un bouleversement géostratégique majeur, puisque la puissance change de camp. Exactement. Et il est peut-être nécessaire de voir comment ça a un impact jusqu'à aujourd'hui dans les logiques stratégiques et géopolitiques d'aujourd'hui, ce renversement. Un an qui va changer la face du monde. Complètement. Alors d'abord, on viendra peut-être sur les bouleversements géopolitiques ou de frontières sur une question par la suite, mais vous avez raison d'insister sur le fait que ça va tout changer. D'abord, alors, il faut se remettre, sans rentrer trop dans des détails d'ordre militaire et sans être fastidieux sur ces considérations, il faut remettre, je pense déjà, les logiques tactiques ou stratégiques en perspective pour comprendre la rupture qu'est 1942. À l'issue de 1918, les Français sont considérés comme les meilleurs stratèges au monde. Ils ont remporté la Première Guerre mondiale, non seulement de par le nombre de morts, mais de par les souffrances endurées et de par le fait que les Français, conjugués aux Britanniques, ont réussi à mettre en place, notamment au niveau terrestre, une tactique où on connaît les premières évolutions du char et des blindés. Et on considère qu'il faudra avoir des chars très massifs, très puissants, qui vont peu vite, mais qu'on associe à l'infanterie. Et donc on grignote l'adversaire sur des guerres de position défensives, durant lesquelles, il faut rappeler qu'à Verdun, on perd quand même pratiquement 260 000 à 300 000 hommes en 6 mois pour gagner 10 km. Donc on rentre dans une logique à la fin de 1918 au début des années 20, on se dit, bon, la guerre offensive, ça ne sera plus jamais possible. Et justement, on ne sera que sur des guerres défensives et sur un épuisement à très long terme. Et pourquoi il faut rappeler ça? Parce qu'en fait, au début de 1939, personne ne s'attend à un phénomène stratégique qui s'appelle la Blitzkrieg ou la guerre éclair, que vont en partie contribuer à inventer les Allemands. C'est des thématiques sur lesquelles on a déjà eu l'occasion de s'intéresser. Et en fait, ce qui est assez marquant, c'est qu'un général allemand qui s'appelle Heinz Guderian, dont les mémoires ont été ressorties par la maison Perrin de mémoire en juin 2017, Souvenir d'un soldat. C'est assez intéressant les 110 ou 120 premières pages parce que justement, Heinz Guderian dit, vu la position centrale au point de vue géographique de l'Allemagne, le fait qu'elle soit totalement démunie en ressources en matières premières, forcément sur un conflit majeur, le temps joue contre l'Allemagne, donc on doit gagner très vite. Et donc là, il y a tout, on part d'une dimension stratégique pour ensuite arriver à une solution tactique qui consiste à dire, il faut recréer une guerre de mouvement avec des divisions blindées, donc c'est le contraire. Bon, je ne m'étends pas sur ces aspects qu'on a encore une fois vus ensemble. Et donc en fait, quand Staline signe le pacte germano-soviétique le 23 août 1939, en fait, il pense que la guerre va durer 4 à 5 ans, que les Alliés, les Allemands vont s'auto-épuiser et que par la suite, il pourra en bénéficier. Il est hors de question d'imaginer, jamais Franklin Roosevelt n'imagine que l'armée française, qui est la plus réputée au monde, va s'écrouler en 5 semaines. Et quelque part, les Allemands ont l'air d'avoir trouvé une sorte de botte secrète qui les amène à vaincre tactiquement, mais ils multiplient les victoires tactiques, mais ça ne leur permet pas de remporter la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est pour ça que l'année 1942 est essentielle, parce qu'à un moment, les Alliés finalement vont se rendre compte de 3 choses. D'abord, ils arrivent à trouver au fur et à mesure la parade. Alors il faut être clair, en revenant au système de 14-18, c'est-à-dire que pour arrêter l'armée allemande, il faut accumuler les effectifs et les matériels pour justement empêcher que les Allemands puissent vaincre de façon rapide. Mais après, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on bascule dans une dimension aérienne. Avec des bombardements massifs. On a évoqué les bombardements sur l'Allemagne, mais il y a un bombardement sur Tokyo en mars 1945. C'est des choses qui sont assez, là aussi, mises de côté de façon discrète. On va comprendre assez vite pourquoi. On estime à peu près entre 180 000 morts à 200 000 morts à Tokyo, parce que les Américains, quand même, rasent la ville avec des bombes incendiaires sur une ville qui est à 90% en bois. Et donc l'idée, c'est d'amener la terreur dans la population adverse pour qu'elle pousse son propre gouvernement à capituler. Et d'ailleurs, l'enseignement majeur de la Seconde Guerre mondiale, dont on tient
pas assez souvent compte aujourd'hui, notamment à travers le conflit du Vietnam ou les guerres aujourd'hui au Proche-Orient, c'est qu'on va évidemment arriver à l'effet radicalement inverse. C'est-à-dire que les populations sont tellement poussées dans leur retranchement et dans un bombardement qu'elles ont tendance, quelle que soit la nature du régime politique, à se recroqueviller derrière lui, parce qu'on a l'impression que de toute façon, là, on est dans une situation manichéenne ou radicale, il n'y aura pas d'issue que la victoire ou que l'écrasement définitif. Donc tous les sorts du bombardement aérien, des logiques aériennes, y compris à travers les drones aujourd'hui, on peut considérer que c'est la Deuxième Guerre mondiale qu'on est la genèse, si vous me permettez cette expression. Et puis alors, plus important me semble-t-il, c'est le fait de se rappeler que la Terre, c'est la mer, et que si on n'arrive pas à dominer les mers, ben on n'arrive pas à gagner la Deuxième Guerre mondiale. En fait, les Allemands commencent la Deuxième Guerre mondiale à travers une lecture classique des Européens, qui est plutôt continentale et circonscrite à l'Europe, alors que les Américains, notamment les Anglo-Saxons et aussi les Russes, comprennent que pour gagner ce conflit, il faut que la pensée soit plutôt à un niveau plus global. Et là, il faut en prendre un exemple. John Costello, qui est un auteur américain, a écrit un très bel ouvrage sur la bataille de l'Atlantique, qui nous réexplique une chose. Souvent, quand on a parmi nos étudiants, ou un dialogue qui s'installe, et qu'on a plutôt des détracteurs de la puissance américaine, ce qui peut se comprendre, on dit, ah, les Américains, on les met souvent en avant, mais finalement la Première Guerre mondiale a commencé le 1er septembre 1939, comme on l'a rappelé, et eux, finalement, ils ont débarqué en Normandie que le 6 juin 1944, donc ils sont arrivés très tard. Un peu d'ailleurs, à l'instar de ce qu'ils ont fait en 1918, où ils sont arrivés comme 1917. Je pense que ça, c'est une très mauvaise compréhension de la stratégie maritime. Et nous, en France, malgré le fait qu'on ait une grande façade maritime, on est plutôt lié à une démarche continentale et on a du mal à intégrer un paramètre qui me paraît important. Les États-Unis rentrent donc en guerre le 7 décembre 1941, suite à l'attaque japonaise surprise sur Pearl Harbor un dimanche. Alors d'abord, il faut rappeler quand même que malgré ce que certains films de façon un peu lyrique veulent montrer, je pense à Hollywood, c'est pas une victoire, c'est une défaite. Il y a 8 cuirassiers américains sur 16 qui sont au fond de l'eau, les Américains perdent 450 avions, ils ont 3000 morts, et en gros, il va leur falloir du temps pour déjà reconstituer une flotte. Ça, on l'oublie trop souvent. Mais surtout, ce qu'on oublie, c'est qu'entre 1939 et 1941, les Allemands ont lancé une guerre sous-marine dont l'objectif consiste à assécher le Royaume-Uni et à pousser un peu, à toute proportion gardée, le blocus continental que Napoléon voulait mettre en place avec les Britanniques pendant les guerres napoléoniennes. En gros, l'idée consiste à dire, je ne peux pas débarquer au Royaume-Uni, mais je vais tellement détruire les convois alliés, priver le Royaume-Uni d'approvisionnement, que je vais contraindre les Anglais, qui dépendent totalement de ce que l'Empire leur permet d'avoir en termes de ravitaillement, que je vais contraindre les Anglais à la paix. Bon. Et le problème, c'est qu'entre 1939 et 1941, sans vouloir trop bousculer nos étudiants de statistiques, et d'ailleurs on le voit dans le livre de John Costello, le problème c'est que les Allemands arrivent à de plus en plus détruire de convois alliés ou de navires alliés, et que donc on est sur un moment stratégique. Or les États-Unis rentrent en guerre, et les 3 premiers mois de 1942 sont trompeurs parce que les pertes navales alliées s'amplifient, et donc là on a le sentiment que la bataille maritime est en train d'être perdue. En réalité elle est en train d'être gagnée. Et là, je pousse nos étudiants à bien faire attention aux statistiques, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'évidemment, il est facile pour les sous-marins allemands de détruire beaucoup plus de convois alliés, puisque maintenant, il y a les cibles américaines qui se rajoutent. Par contre, la vraie statistique qui est intéressante, ce n'est pas le nombre de convois alliés qui sont détruits, c'est même pas le nombre de sous-marins allemands qui sont produits, c'est la capacité industrielle américaine phénoménale à démultiplier de façon exponentielle la production de navires, ce qui fait qu'en réalité, les Allemands ont beau augmenter la destruction de navires alliés, de par la production américaine, en réalité, il y en a 4 fois plus, ou 5 fois plus, ou 6 fois plus sur les mers qu'il y en avait auparavant. Et comme de manière conjuguée, par un développement technologique, les Alliés arrivent à détruire beaucoup plus de sous-marins allemands qu'avant, on se retrouve dans une situation où justement, au fur et à mesure, les Alliés arrivent à reprendre l'hégémonie sur l'océan Atlantique. Et là, à ce moment-là de la démonstration, on pourrait me faire remarquer, tout ça c'est très bien, mais quelle en est véritablement l'utilité? C'est que Olivier, pour pouvoir débarquer le 6 juin 1944 en Normandie, il faut accumuler des millions d'hommes et des centaines de tonnes de matériel au Royaume-Uni, mais que pour le faire, il faut d'abord commencer par maîtriser l'océan Atlantique pour pouvoir tout transporter des États-Unis jusqu'au Royaume-Uni. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que finalement, on considère que les Américains ont repris l'initiative sur l'Atlantique entre le 7 décembre 1941 et fin décembre 1942. Donc en gros, ils ont mis à peine 11 à 12 mois. Qu'ensuite, il a fallu globalement 10 mois à 12 mois pour transporter les hommes et la quantité de matériel qu'on évoquait. Ce qui est quand même relativement court. Quand on voit, j'invite nos étudiants à regarder ça de très près, c'est intéressant d'un point de vue logistique par rapport à leur métier proprement dit. Et on se rend compte qu'ils ne le font que 12 mois, donc de décembre 42 à décembre 43. Et après, dès qu'ils en ont l'occasion,
bah, il débarque. Si on se rappelle le jour le plus long, on voit bien d'ailleurs que dans une scène, que le général Eisenhower, 48 heures avant le débarquement, les conditions météorologiques sont très mauvaises, on doit conjuguer les logiques de marée, les logiques de pleine lune, et Eisenhower prend un risque considérable. Le climat va être... D'ailleurs, les Allemands pensent que les Alliés ne débarqueront pas là parce que la dimension météorologique est trop mauvaise, et Eisenhower dit non, non, on y va. Donc en réalité, je pense que c'est une grille de lecture clairement opposée à celle qu'on a l'habitude. Je ne crois pas que les Américains auraient pu aller plus vite, en fait. Et maîtriser l'océan Atlantique et montre que c'est indispensable pour pouvoir avoir une influence terrestre. Et donc, ça nous rappelle, par rapport à la guerre froide par la suite, et par rapport surtout au monde d'aujourd'hui, que pour maîtriser la Terre, il faut déjà commencer par maîtriser les mers. De ce point de vue-là, cette période-là est fondamentale dans sa dimension aérienne, dans sa dimension tactique militaire et dans sa dimension maritime. Oui, et puis ce que ça m'inspire, c'est qu'aussi on est dans une guerre mondiale, comme on le sait. C'est-à-dire que les différents acteurs mondiaux, les différentes puissances mondiales sont investis dans le conflit, mais ça veut dire aussi que le théâtre des opérations, c'est le monde entier. C'est ça. Ça monte ça, ça met en évidence. Donc on a notamment, on voit que si on a une map monde, on va tourner plus vers les États-Unis tout d'un coup, ça va devenir le centre du monde. Il y a un bouleversement des équilibres géopolitiques qui se produit de façon durable. Il y a un bouleversement sur le vieux continent qui est le nôtre, des frontières, et aussi une sorte de déclin de l'Europe qui était déjà en cours mais qui s'accélère encore. Donc c'est ça aussi la Seconde Guerre mondiale. C'est clairement ça, et alors là, c'est pour ça qu'on a affaire à une fracture. Mais je crois que si on veut être précis, c'est à la fois, les termes les plus importants, c'est fracture et accélérateur. C'est-à-dire que si on imagine, parce que quels sont les bouleversements? Commençons peut-être, si vous voulez bien, vous avez raison, par les énoncer. Dans ma volonté d'aller vite, il faudrait peut-être quand même commencer par repenser au bouleversement. D'abord, je crois que ça achève le déclin des puissances occidentales telles qu'on commençait déjà à les pressentir après la fin de la Première Guerre mondiale. On sent bien déjà, il y a un certain nombre d'auteurs, alors l'auteur qui est un peu marqué, mais Spengler, Oswald Spengler, quand il parle du déclin de l'Occident, il y a déjà une sorte de crainte conjuguée à un fantasme, une peur, vraiment on sent que déjà les Européens ont l'air, alors qu'en surface ils ont l'air de dominer le monde avec leurs empires coloniaux, etc., on sent que déjà profondément, sur le moyen long terme, il y aura nécessairement une remise en cause. Donc il y a le déclin de l'Occident qui est très net. Et alors, franchement, le Royaume-Uni et la France vont totalement disparaître en tant que leader de la géopolitique. Enfin, il faut rappeler une chose que nos étudiants ont du mal, et c'est légitime de par leur jeune âge, à se rappeler, c'est que quand par exemple, on évoque le traité de Munich le 30 septembre 1938, les Américains sont absents et les Russes sont absents, bon, pour différentes raisons, mais les Français et les Anglais sont présents alors qu'on parle du territoire des Sudètes et de la Tchécoslovaquie, parce que respectivement les Anglais et les Français sont la première et la deuxième puissance géopolitique au monde. Dire ça aujourd'hui en 2018, c'est presque étonnant, parce que c'est à 80 ans, enfin, de par l'espace continentaux sur les empires coloniaux, de par l'industrie, de par la banque. Donc c'est les deux plus grandes puissances au monde. Après 1945, il est clair qu'il n'y a plus aucun pays européen qui sera sur les décennies à venir, on ne peut pas présager de l'avenir, mais sur les décennies à venir, sur le XXe siècle, une puissance au monde. Donc déjà, il y a un effondrement de l'influence des Européens. Ça, c'est très clair. Ensuite, il y a une montée en puissance, deuxième phénomène majeur, respectivement des États-Unis d'Amérique et de la Russie. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est à long terme, car Alexis de Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, déjà au milieu du XIXe siècle, avait dit, de par leur taille, ça aussi c'est quelque chose qu'on avait évoqué, donc je vais aller vite, de par leur taille démographique, de par leur surface et de par leurs moyens, il est clair que les États-Unis et la Russie vont être amenés à jouer un rôle majeur au XXe siècle. Donc ça fait très longtemps qu'on appréhende cette évolution. Et puis il y a le troisième phénomène qui est la décolonisation. Je dis souvent en cours, quand les Français signent l'armistice le 22 juin 1940 à Rotonde, je crois qu'il y a des milliers de pères Dieu, partout en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, qui se rendent bien compte quand même que là, la puissance tutélaire vient de subir une défaite militaire majeure, parce que là aussi, au risque que ça soit déplaisant pour nous, la France fait partie du camp des vainqueurs, mais la France a été vaincue en 1940 d'un point de vue militaire. Et donc, c'est très important à rappeler, c'est une précision qui est fondamentale. Donc finalement, là, on a un effondrement de l'influence des pays européens en géopolitique, la montée en puissance définitive des États-Unis et de la Russie, et l'émergence d'un nouveau monde, même si cette expression est un peu galvaudée, où clairement, alors qu'il y avait à peine 40 pays ou 50 pays à l'ONU en 1945, on en est à 193 aujourd'hui, et on voit bien que toute la décolonisation est en marche. Alors ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que ça se pressentait, mais on n'était pas forcément aussi lucide que ça.
Je prends en guise de témoignage 2 exemples. Churchill, au moment le plus dur, la bataille d'Angleterre, dira « nous vaincrons ». Et si l'Empire britannique devait durer encore 1000 ans, nous nous rappellerons de ces heures-là comme les plus belles. Our finest hours. Churchill, pour qui on a forcément un grand respect, a fait preuve de plus de lucidité sur d'autres sujets, mais si l'Empire britannique devait durer encore 1000 ans, quand on sait qu'il sera mort 10 ans plus tard, mais c'est pas la peine pour nous Français de taquiner les Britanniques, car le général de Gaulle fait un discours à Brazzaville en 1944 dans lequel il évoque l'avenir de l'Empire colonial français. Il n'y aura pas d'avenir, c'est terminé. Et donc on a des empires coloniaux qui s'écroulent totalement, et le point qui me paraît le plus important peut-être sur cette question-là, c'est que beaucoup disent « Ah bon, bah alors la Deuxième Guerre mondiale, c'est donc une fracture qui a créé… » Moi, j'ai le sentiment que ça a accéléré des logiques à long terme, sur un temps très court, de par des affrontements majeurs, mais ça n'était pas l'origine. C'est des choses qui étaient déjà perceptibles. Par contre, il est évident que là, en 6 ans de temps, on a un bouleversement géopolitique dont je me plais souvent à répéter aux étudiants qu'il est identique au bouleversement technologique. On a quand même la Deuxième Guerre mondiale, ça aussi c'est quelque chose qu'on peut ne faire qu'évoquer, mais qui montre un peu en termes d'analogie la montée en puissance en 6 ans. On a créé les premiers missiles balistiques, on est passé sur les premiers avions à réaction, on sort sur des sous-marins qui sont autonomes pendant des heures et qui dépendent plus du diesel. Et bien sûr, il y a la terrifiante avancée, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, de l'arme nucléaire. On le sait, la guerre est toujours un facteur d'innovation majeur, c'est assez terrible à dire, mais souvent pour le meilleur et pour le pire ensuite, puisque même sur la Première Guerre mondiale, on peut parler des gueules cassées et donc de la chirurgie réparatrice qui naît à ce moment-là. On est dans une logique de bouleversement géopolitique, mais aussi on est peut-être dans une logique de bouleversement des mentalités. On a eu 2 conflits majeurs en moins d'un demi-siècle. La Seconde Guerre mondiale est évidemment connue pour son front de l'Est. On n'a pas parlé des camps de concentration, mais ce sera un sujet à part entière aussi, et je pense que nos étudiants sont au courant, du moins je l'espère. Le rapport à la guerre est bouleversé. Oui, le rapport à la guerre est bouleversé. Alors en plus, ça c'est une question qui est fondamentale, parce que dans la géopolitique, il y a quand même l'esprit humain, le rapport logique, politique aux États. Et là en plus, votre question est je le crois, passionnante. Elle nous amènerait peut-être d'ailleurs sur une autre séance par la suite. Parce qu'il est bouleversé, mais est-il bouleversé de façon identique dans toutes les civilisations et parfois même à l'intérieur des civilisations. Parce que, bon, si on prend les États européens, alors là je crois pouvoir dire, il y a une expression qui est parfois utilisée, la Grande Guerre civile européenne, soit par des auteurs occidentaux, soit par des auteurs non occidentaux d'ailleurs. C'est beaucoup plus polémique et idéologique dans les auteurs occidentaux, qui cherchent à voir s'il y avait nécessairement des liens entre le communisme, la démocratie et le nazisme. C'est beaucoup moins dépourvu de lecture politique et beaucoup plus géopolitique. Par exemple, chez les Chinois qui disent finalement, les Européens ont dominé le monde, mais ils se sont affrontés à 20 ans d'intervalle, alors qu'en plus, ça c'est pas inintéressant à rappeler, enfin, la reine Victoria est la grande-tante du Kaiser Guillaume II qui dirige l'Allemagne, qui lui-même est le cousin du tsar Nicolas II. Et donc pour les Chinois, on a la même famille qui serait les Européens, parce que la France est la seule république en 1914 quand même. Donc en plus, on souffre de cette introspection parce qu'on est un cas particulier. Et finalement, on se rend compte qu'on s'est massacré pendant 40 ans, que globalement, si on conjugue les 2 conflits, on arrive à une centaine de millions de morts, ce qui est terrifiant, qu'on pensait être les civilisations les plus abouties, mais que toute trace de morale ou d'humanité a disparu. Alors, on a les camps d'extermination qui sont terribles, dont les témoignages, les photos sont ce que j'appelle, moi, enfin, en latin on dit lacrima mundi, les larmes du monde, enfin, c'est une blessure à l'âme. Enfin, là on se dit, mais si on en est là, la phrase de Hobbes c'est omni lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Et souvent je dis aux étudiants, même pas, jamais un loup ne fera à ses congénères ce que les êtres humains ont été capables de s'infliger. Alors, en plus on a eu les bombardements stratégiques, on a eu les 2 armes nucléaires. Il faut voir comment ça a été célébré aux États-Unis, ce qui est assez étonnant. Il a fallu beaucoup de temps pour que quand même, tout d'un coup, on se rende compte de la souffrance et de ce que ça a engendré. Et en plus, l'arme nucléaire, là, est décisive, parce qu'on parlait de Clausewitz, la guerre est nécessairement la continuité de la politique par d'autres moyens, enfin, sauf si on en arrive à avoir des moyens tellement démesurés qu'on fait sauter la planète et toute civilisation. Donc là, non seulement il y a forcément une remise en perspective morale ou humaine, mais de toute façon, il y a presque une remise en perspective technologique, parce que maintenant, les moyens qu'on utilise sont tels que ça donne normalement sur un être normal en géopolitique le tournis. Et donc ça amène un rapport de force qui doit être perçu différemment, parce que là c'est différent, mais je pense qu'aussi il y a des conflits qui sont très minorés.
la guerre civile en Yougoslavie entre 1941 et 1945 a donné lieu à des abominations, à des purges, à des tortures entre Serbes, Croates, Slovènes. Enfin, la guerre en Yougoslavie. La Yougoslavie est le seul pays qui s'est libéré tout seul, sur un territoire d'à peu près 90% forestier en termes de collines de vallons. Ça a donné lieu à des combats entre divisions SS, résistants communistes, qui ont été terribles. Et tout ça en Europe, on le porte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que aux États-Unis, paradoxalement, si on met de côté Pearl Harbor, le pays n'a jamais été touché physiquement, bombardé. Et donc il y a un rapport au nationalisme, même si on reste au sein de la civilisation occidentale, qui n'est pas du tout le même entre des pays européens dont on a l'impression qu'ils sont définitivement meurtris. Il est bien loin le temps, en 1914, où on partait en pantalon rouge avec des bracelets de fleurs et on disait on sera à Berlin en 3 semaines, où il y avait presque une sorte de dimension lyrique, festive. Mais pas seulement à Berlin ou à Moscou, et où très vite on se rend compte qu'il n'y a plus de héros, il n'y a plus, tel qu'on les entend dans les films, il y a des hommes qui ont peur dans les tranchées et dans les fracas des batailles. Donc oui, je crois qu'il y a un rapport à la guerre en Occident qui très profondément n'a plus rien à voir. Enfin, on n'en perçoit plus du tout la dimension héroïque ou la dimension lyrique. On en perçoit par contre totalement la dimension abyssale. Et surtout, je pense qu'à travers les travaux de sociologie que vous évoquiez ou de philosophie, on a d'abord pensé aux douleurs physiques, mais en plus, je crois que par la suite, on a seulement commencé à comprendre les douleurs psychologiques ou les traumas psychologiques sur un certain nombre de soldats qui reviennent du front. Et ça sera renforcé par la guerre du Vietnam, où on se rend compte ou sur la première guerre en Irak, où les soldats américains n'ont pas forcément été toujours en leur chair, mais n'arrivent plus du tout à se réinstaller dans une société civile. Et là, je pense que la Deuxième Guerre mondiale est une fracture décisive. Est-ce qu'elle a une même influence dans d'autres pays, sur d'autres continents? Ça, ce serait une vraie question. Fabrice, je vous propose de nous interrompre maintenant. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous.